Bonjour à tous et à toutes. Je suis bien heureux de vous retrouver après cette longue interruption pour une nouvelle série de cours. Il m'a paru intéressant cette année d'aborder la question de la reproduction et de la démographie chez les hominines. Et bon, vous vous rendez bien compte que c'est un sujet à la fois important du point de vue de l'évolution. Je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui, mais en même temps difficile à traiter quand il s'agit d'un passé très lointain. Vous verrez qu'on n'est pas complètement désarmé quand même. Il y a un certain nombre d'outils anatomiques, génétiques, maintenant paléogénétiques, qui permettent d'avoir quand même des indications sur les comportements passés. Et puis alors, évidemment, ce qui se passe chez nos plus proches parents, les primates et en particulier les grands singes, nous offre des modèles qui sont vraiment très très intéressants et très importants. J'espère vous montrer aujourd'hui qu'il y a toute une variété de comportements, j'allais dire de stratégies même, chez ces espèces. Et dans le fond, ce qui est intéressant, c'est de regarder cette variété de stratégies, cette variété de comportements, et de voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour interpréter les espèces d'hominines fossiles qui nous ont précédés, et puis aussi pour vraiment comprendre ce qui fait la particularité de l'homme. On a eu l'occasion d'en parler dans des cours précédents. Les hommes se distinguent des autres primates par tout un tas de caractères très originaux. Nous sommes des prédateurs. Alors, il y a d'autres primates qui chassent, mais les hommes sont capables de chasser des proies bien plus grandes qu'eux, ce qui n'est pas le cas des chimpanzés. Il y a des traits évidemment comportementaux très particuliers chez les hommes, dans tout le registre de la technologie, de l'organisation sociale. Mais on aura l'occasion d'en parler plusieurs fois au cours de ces conférences. La reproduction, c'est vraiment quelque chose qui est très très particulier chez l'homme. Et quand je dis la reproduction, c'est vraiment au sens très large, c'est-à-dire depuis la façon dont des partenaires peuvent se trouver, s'unir, mais aussi la façon dont les enfants se développent, sont mis au monde, sont élevés. Tout ça, vous verrez, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Et le dernier des cours que je vais présenter s'intitule « Comment nous sommes devenus humains ?» Et j'espère vous convaincre à propos à l'occasion de ce cours que c'est essentiellement à cause de notre façon de nous reproduire et d'avoir des enfants que nous sommes devenus véritablement humains. Donc voilà un survol donc, du programme de cette année. Donc on va commencer aujourd'hui par l'organisation sociale et la reproduction chez les primates. Je ne suis pas un primatologue et c'est un monde, c'est une discipline qui est incroyablement riche. Mais je voudrais quand même survoler rapidement, pendant ce cours, un certain nombre de points qui me paraissent vraiment être importants pour comprendre d'une façon générale cette question de l'influence des stratégies de reproduction sur tout un tas d'autres caractères qui vont de l'organisation sociale jusqu'à l'anatomie et d'autres choses encore. Vous verrez qu'il y a un aspect qui est très important dans cette question, c'est la question du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des mâles et des femelles et qu'ils ne soient pas complètement identiques. Et donc ce dimorphisme sexuel, c'est quelque chose qu'on peut facilement analyser dans les formes vivantes, bien sûr. Peut-être un peu plus difficilement chez les fossiles, mais on peut justement tirer des enseignements de ce qu'on observe dans le monde vivant. Vous verrez qu'il y a un certain nombre d'autres fonctions, d'autres adaptations chez les primates et chez l'homme
qui interfèrent, si je peux dire, avec la reproduction, en particulier des questions d'énergie, parce que la reproduction, ça coûte cher. Et donc, cette énergie, il faut la prendre quelque part. Vous allez voir que ça a tout un tas d'implications. Et puis, des choses qui sont liées à l'anatomie, en particulier, un des caractères des hommes, comme on l'a souvent évoqué, c'est la bipédie. Et la bipédie aussi est quelque chose qui a son importance quand il s'agit de reproduction. Puis, vers la fin de l'année, on s'intéressera à ce qu'on peut dire de la démographie, parce qu'après tout, la reproduction, son but, si je peux dire, c'est de produire des nouveaux individus, et le succès d'une espèce, c'est son succès reproductif. Donc au final, c'est une question de démographie. Et la démographie, ce n'est pas seulement des nombres en termes d'effectifs, la taille des populations, les fluctuations de taille des populations, c'est aussi tout ce qui tourne autour du vieillissement, du développement des enfants, de l'âge auquel on se reproduit ou pas, et tout un tas d'aspects aussi du comportement qui tiennent notamment à la mobilité des individus d'un groupe à l'autre, et en particulier d'une mobilité qui, vous allez le voir, peut être différente en fonction du sexe. Et puis à la fin, comme je vous l'ai promis, j'essaierai de vous montrer comment tout ça, dans le fond, ça compte beaucoup pour définir en quoi nous sommes humains. Donc on va parler de reproduction, et alors en ce qui concerne les mammifères, les primates, les hommes, il s'agit de reproduction sexuée, évidemment. Et avant de me lancer sur les primates, je voudrais quand même faire quelques rappels. Alors, pardonnez-moi, peut-être que pour la plupart d'entre vous, ce sont des choses absolument connues et évidentes, et je pense que c'est important de les rappeler, parce que vous allez voir que des comportements chez des êtres complexes et des comportements complexes, en fait, trouvent une partie de leur explication dans des choses qui sont vraiment basiques du point de vue de la biologie. Donc la reproduction sexuée, c'est ce qu'on connaît donc chez les primates, chez les mammifères, et ça s'oppose à une reproduction asexuée qui, au cours de l'évolution de la vie, a précédé la reproduction sexuée. Cette reproduction asexuée, c'est une reproduction par simple division, par exemple de bactéries qui possèdent un ADN, donc qui code leur caractère, qui est un ADN très très simple, et au moment de cette reproduction asexuée, on a un individu qui va se diviser en deux et donner naissance à deux nouveaux individus qui, dans le fond, sont en théorie identiques et portent exactement le même génome. Alors évidemment, au cours du temps, il peut quand même se passer des choses. En particulier, il peut y avoir des mutations qui apparaissent dans le génome. Et au cours du temps, ces créatures asexuées évoluent. Mais en tout cas, cette évolution, elle ne dépend pas de cet épisode de reproduction asexuée, de cette division. Alors que chez les êtres sexués, vous allez voir que c'est un phénomène complètement différent qui se produit. Pourquoi ? Parce que la reproduction sexuée, pour se dérouler, nécessite l'intervention de deux individus de sexe opposé, sexe différent. Ces deux individus vont échanger lors de la reproduction, combiner une partie de leur patrimoine génétique pour donner naissance à un ou plusieurs autres individus. Et ces un ou plusieurs autres individus possèdent un patrimoine génétique qui n'est ni celui de leur mère, ni celui de leur père, mais une combinaison des deux. Et surtout, cette combinaison, c'est une combinaison originale. C'est-à-dire que chacun de ces individus, descendants
d'un père et d'une mère, eh bien, est différent de ses frères, de ses sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui a été un énorme progrès, si je peux dire, dans le cours de l'évolution de la vie. Encore une fois, des choses que vous connaissez certainement, mais cette reproduction sexuée, elle se fonde essentiellement sur la transmission du matériel génétique qui est présent dans les chromosomes du noyau des cellules. Alors ces chromosomes peuvent se diviser au moment des divisions cellulaires en ce qu'on appelle en chromatides, c'est-à-dire que vous allez voir que cette division des chromosomes en chromatides qui sont réunis ensemble par un centromère, c'est quelque chose qui permet à un moment donné la réplication du chromosome au moment des divisions cellulaires. Et donc, chacune de ces chromatides, dans les divisions cellulaires, vont finir par donner un chromosome fils à partir de ce chromosome initial. Il se passe dans les êtres sexués deux grands types de divisions cellulaires. Des divisions cellulaires qui sont des divisions qui rappellent un petit peu ce que je vous ai décrit tout à l'heure chez les êtres asexués, c'est-à-dire quand les tissus se développent, on a des mitoses, c'est-à-dire des divisions cellulaires où les cellules se divisent pour produire plus de cellules et des tissus plus abondants. Puis il y a un type de division cellulaire qui est tout à fait particulier, qui est ce qu'on appelle la méiose. Et la méiose, c'est ce qui permet de produire des gamètes, c'est-à-dire des cellules reproductrices. Alors la méiose, c'est quelque chose d'assez compliqué qui est résumé là. C'est une double division cellulaire. Au cours d'une première division, donc les chromosomes qui sont présents dans le noyau de cellules et qui sont présents par paires. Chez les hommes, vous savez qu'on a 23 paires de chromosomes. Et donc, il va y avoir une séparation de ces paires de chromosomes. Et puis, à la deuxième division, se séparent donc ces fameuses chromatides au sein de chaque chromosome. Et c'est ainsi qu'on produit des gamètes, des cellules reproductrices qui ne possèdent plus des paires de chromosomes, mais qui possèdent un seul chromosome un seul exemplaire pour chaque chromosome. Et c'est donc la combinaison des chromosomes du père et de la mère, des gamètes maternelles et paternelles qui vont former un œuf avec des paires de chromosomes à nouveau. Ce qui est très important, c'est que pendant la méiose, au moment de la production de ces gamètes, il y a une forme de brassage intrachromosomique qui se produit, c'est-à-dire que ces gamètes que chaque individu produit et qui ne possède qu'un seul exemplaire de chaque paire de chromosomes, eh bien, va posséder dans ce chromosome unique, en fait, une combinaison, un réarrangement de parties d'un des éléments de la paire avec des éléments de l'autre, des parties de l'autre élément de la paire. Et donc il y a vraiment une recombinaison génétique importante qui se produit et qui explique que quand on combine les chromosomes paternels et maternels, on obtient un individu qui est tout à fait unique. Alors il possède une moitié de matériel génétique qui vient du père et une moitié qui vient de la mère, mais j'allais dire, cette moitié n'est jamais la même. Cette moitié change en fonction des gamètes qui, finalement, réussissent à produire un œuf. Je vous ai dit tout à l'heure que cette reproduction sexuée, c'était quelque chose qui avait représenté un grand progrès dans l'histoire de la vie. Pourquoi ? Parce que quand on a une reproduction asexuée, ce qui se passe, c'est que des mutations peuvent apparaître
dans la succession de toutes ces divisions d'individus. Mais dans le fond, la sélection naturelle ne va agir que sur ces mutations qui apparaissent, et l'évolution des espèces asexuées, c'est une évolution qui est relativement lente. Alors que quand on a un taux de mutation qui est très important et de mutation favorable, si on a une reproduction sexuée, ce qui va se passer, c'est que à cause de la recombinaison du génome à chaque reproduction, eh bien, on va avoir une beaucoup plus grande variation d'individus sur lequel la sélection naturelle va agir. Et donc, l'apparition de la reproduction sexuée a considérablement accentué la vitesse de l'évolution. Alors j'ajoute tout de suite que la reproduction sexuée ne présente pas que des avantages, hein. Et c'est une reproduction qui est, si je peux dire, coûteuse à différents points de vue, d'ailleurs même du point de vue de la sélection naturelle. Pourquoi ? Parce que chaque individu dans l'histoire ne transmet qu'une moitié de son patrimoine génétique et pas 100% de son patrimoine génétique. Donc du point de vue de l'individu et de son succès reproductif, de la façon dont il transmet son génome aux générations suivantes, la reproduction sexuée est un peu moins, si je peux dire, avantageuse que la reproduction asexuée. Cela étant dit, encore une fois, cette grande variabilité des individus, presque infinie, qui est produite par la reproduction sexuée, encore une fois, ça a été un moteur formidable pour l'évolution. C'est une vieille histoire. Alors, on discute beaucoup de la question de savoir quand la reproduction sexuée est apparue dans le cours de l'évolution de la vie. Et le problème, évidemment, c'est que quand on remonte très loin dans le temps, eh bien, on a fort peu de fossiles. Et ce sont des fossiles mal conservés, très rares. Et puis surtout, ce qu'on recherche quand on s'intéresse vraiment aux phases très anciennes de l'évolution de la vie, sont des fossiles d'êtres unicellulaires qui ne sont pas aussi spectaculaires que les fossiles dont nous avons l'habitude de parler ici. Alors on connaît dans des dépôts très très anciens des formes qu'on considère comme des eucaryotes, c'est-à-dire des cellules avec un noyau et qui avaient déjà une reproduction sexuée. On se bagarre beaucoup sur l'âge de ces plus anciens eucaryotes. On pense que c'est au moins 1,6 milliard d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a des choses comme ça qui datent au-delà du milliard et demi d'années. Alors pas celle-là, hein, celle-là, elle n'a, si je peux dire, que 600 millions d'années. Mais on connaît des choses très proches qui sont beaucoup plus anciennes et donc on les interprète comme des eucaryotes. Mais il y a un certain nombre de fossiles qui ont été trouvés dans différentes parties du monde avec des âges bien plus anciens, au-delà de 2 milliards d'années, voire de 2 milliards et demi d'années, alors de façon beaucoup plus controversée, on interprète parfois aussi comme des eucaryotes, voire même comme des êtres pluricellulaires. En particulier, on a beaucoup parlé il y a une douzaine d'années de ces Gabonionta, découverts au Gabon par des chercheurs de Poitiers, je crois, et qui ont été proposés comme des eucaryotes très, très, très anciens.
Ce qui est intéressant à propos de ces eucaryotes, donc ces êtres unicellulaires, enfin unis ou pluricellulaires, mais avec des noyaux, c'est que donc dans ce noyau, on a ces chromosomes, cet ADN qui est mis en œuvre dans la reproduction, mais on a aussi des organismes cellulaires dont on a beaucoup parlé à propos de paléogénétique, ces fameuses mitochondries, notamment chez les animaux, dont on pense que ce sont d'anciennes bactéries qui ont été absorbées, si je peux dire, par les eucaryotes très très anciens et qui ont gardé leur propre ADN qui se reproduit d'une façon différente de celle du noyau cellulaire, justement qui se reproduit de façon très simple comme celui des bactéries. Alors ces gamètes qui sont produites par les mâles et les femelles des espèces qui nous intéressent, maintenant on va se concentrer sur les mammifères et sur les primates, bien sont produites de façon très différente en fonction des sexes. Et c'est quelque chose qui a une grande importance. Vous voyez ici un ovule avec des spermatozoïdes qui se précipitent dessus pour entrer à l'intérieur. Il y a une seule ovule, il y a beaucoup de spermatozoïdes. En fait, il y en a beaucoup plus que ça encore. La spermatogénèse, chez l'homme en tout cas, c'est quelque chose qui dure à peu près 2 mois et demi. Donc tout au long de la vie, les hommes produisent des spermatozoïdes. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'un homme est fertile toute sa vie, enfin, s'il arrive à se reproduire jusqu'au bout. Mais en tout cas, en théorie, il peut produire des spermatozoïdes jusqu'à la mort. Et il en produit de très très grandes quantités. En ce moment, on s'inquiète beaucoup justement de la baisse du nombre de spermatozoïdes chez les hommes. On se demande un petit peu pourquoi, sans doute pour des causes environnementales. Mais disons, quand tout se passe bien, un homme produit à peu près 100 millions de spermatozoïdes dans un seul éjaculat. Donc, on parle d'une très très grande quantité de spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, donc, quand ils pénètrent dans les voies génitales de la femme, ils peuvent survivre 2, 3, 4 jours en fonction des circonstances. Alors, l'ovogénèse, c'est-à-dire la production d'ovules par la femme, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui se produit au sein de follicules situés dans les ovaires, et c'est quelque chose qui commence dès la vie embryonnaire. Donc avant la naissance, les femmes fabriquent leurs ovocytes, si je peux dire, alors qu'elles ne sont pas encore même des petites filles. Et elles naissent avec un stock fixe d'ovocytes. Donc elles ne vont pas avoir une production d'ovocytes qui va continuer toute la vie. Donc elles ont environ 200 000 ovocytes à la naissance. Vous me direz, c'est beaucoup 200 000 ? Pas tant que ça en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, chaque mois, il y a plusieurs centaines de ces ovocytes qui vont commencer une croissance. Et à la fin de cette croissance, il y en a un seul qui va survivre et les autres vont dégénérer. Et donc, chaque mois, au cours d'un cycle bien connu, eh bien, la femme va produire un ovocyte qui peut être fécondé ou pas. Et cette différence entre une production de spermatozoïdes absolument débridée, si je peux dire, chez les hommes, et le fait que les femelles de primates ou les femmes produisent un nombre de gamètes très limité, va avoir des conséquences de toutes sortes. Des conséquences qui sont des conséquences, j'allais dire, purement biologiques, on va en parler, et aussi des conséquences du point de vue du comportement et des stratégies reproductives des mâles et des femelles. Parce qu'au final, dans le fond, pour l'évolution, ce qui compte,
c'est de savoir quel individu va transmettre son patrimoine génétique à la génération suivante et avec le plus grand succès possible. Donc, en gros, si vous réussissez à avoir une grande descendance, eh bien, vous aurez beaucoup plus de, comment dire, vous transmettrez votre patrimoine génétique de façon certaine aux générations suivantes. Et puis, si vous ne vous reproduisez pas ou si vous vous reproduisez mal, eh bien, c'est terminé pour votre génome. Et donc, en fait, chaque être, alors pas de façon consciente, mais en gros, développe des stratégies pour ça. Et en particulier, alors on ne va pas parler des hommes, mais en général, chez les mammifères, les mâles ont tendance à se reproduire dans toutes les directions possibles pour transmettre le maximum de spermatozoïdes au maximum de femelles. Et ça, c'est une stratégie, je dirais, payante si tout ça se traduit finalement par une descendance plus abondante. Alors vous comprenez bien que pour les femelles, ce n'est pas une stratégie possible. Pourquoi ? Parce que d'abord, elles ne produisent pas des quantités d'ovocytes insensées, premièrement, et puis deuxièmement, une fois qu'elles sont fécondées, elles sont fécondées et ça va durer un petit moment avant qu'elles donnent naissance à un petit. Et donc, les femelles, pour assurer leur succès reproductif, elles développent d'autres stratégies. Et en particulier, elles vont développer des stratégies vis-à-vis des mâles, c'est-à-dire, si je peux dire, en choisissant les bons, premièrement, et puis en ayant des comportements qui font que leurs petits, qui vont être plus ou moins nombreux en fonction des espèces, vont avoir des chances de survie, des chances de succès maximum. Alors, il y a multiples conséquences de cette histoire-là, mais une des conséquences, c'est que quand on regarde le taux de mutation, ce qui se passe d'une génération à l'autre, eh bien, on se rend compte que le taux de mutation dans chaque espèce animale est très biaisé. Alors, je parle encore une fois de mammifères. Donc, chez les mammifères, on a un biais qui est très marqué en faveur des mâles. C'est-à-dire qu'en gros, les mâles produisent des gamètes qui ont, alors ça augmente au cours de la vie, de plus en plus de chances de porter des mutations nouvelles, alors que les femelles, beaucoup moins. Et ça, c'est lié au fait que, dans le fond, les femelles, elles partent au départ avec leurs ovocytes. D'accord, ils sont là, et puis ils vont être utilisés tout au long de la vie jusqu'à la ménopause. Alors que les mâles, ils continuent à en produire tout le temps, et donc toutes ces lignées germinales masculines où il y a des divisions sans arrêt, c'est quelque chose qui va être plus favorable au nombre de mutations. Alors vous voyez que on a, chez les primates, on se rend compte qu'en général, les mâles, avec leurs gamètes, transmettent à peu près 3, 4, 5 fois plus de mutations que les femelles. D'ailleurs, certains, alors si c'est des mutations favorables, tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on a pu argumenter sur le fait que cette différence entre mâles et femelles était essentielle dans les processus évolutifs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cette accumulation de mutations chez les mâles qui est un des moteurs de l'évolution, en plus de la reproduction sexuée. Chez l'homme, vous voyez, il y a des chiffres très, très, très différents qui ont été proposés. Mais enfin, on sait que les hommes transmettent plus de mutations à leur descendance que les femmes. Puis s'ajoute un autre phénomène à ça, c'est que ce nombre de mutations, il augmente avec l'âge. Je veux dire, avec l'âge des individus. Et donc, pour les hommes, plus ils se reproduisent âgés et plus ils vont avoir tendance à transmettre des mutations, encore une fois, qui ne sont pas forcément favorables. Donc, parfois, on en paye le prix, si je peux dire. Mais
non seulement ils ont de plus en plus de mutations dans leurs gamètes au fur et à mesure de leur âge, mais comme en plus de ça, ils peuvent se reproduire, il n'y a pas de ménopause en théorie chez l'homme, enfin en pratique aussi d'ailleurs, donc ils peuvent continuer à se reproduire très âgés. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important parce que on aura sûrement l'occasion d'en reparler pendant ces cours, mais on s'est beaucoup posé la question de savoir quel était le taux de mutation par génération dans le passé, comparé à ce qui est aujourd'hui, et puis aussi comment ces taux de mutation peuvent se comparer d'une espèce à l'autre. Et parfois, on est allé un petit peu vite, notamment en utilisant des taux de mutation qu'on observe chez les primates pour l'appliquer aux hommes, aux hominines, par exemple, pour mettre en œuvre cette fameuse horloge moléculaire dont on a souvent parlé et qui permet de calculer des temps de divergence de lignées dans le passé. Et plus tard, on s'est rendu compte, il y a quelques années, qu'en fait, tout ça devait être revisité, notamment à cause de cette question de la durée des générations, le nombre de mutations à chaque génération, et puis surtout savoir si, par exemple, dans une espèce donnée, les mâles et les femelles se reproduisent au même âge, ou s'il n'y a pas, par exemple, dans certains groupes, des mâles âgés, dominants, qui vont se reproduire quasiment avec toutes les jeunes femelles, à l'exclusion des jeunes mâles qui, eux, ont moins de mutations. Donc vous voyez que toutes ces choses-là ont une importance pour comprendre ce phénomène de taux de mutation, enfin ce calcul des taux de mutation. Alors il y a un autre aspect qui va se développer à cause de cette différence donc, entre la production de gamètes entre les hommes, enfin entre les mâles et les femelles, là oui, c'est pas un homme, c'est le fait qu'on va avoir dans un certain nombre d'espèces animales des mâles qui vont se reproduire avec un grand nombre de femelles, et parfois des espèces dans lesquelles les mâles, justement pour assurer leur succès reproductif de façon maximum, vont se réserver un stock de femelles, si je peux dire, une sorte de harem, et sur lesquels ils vont essayer de s'assurer d'une forme d'exclusivité. Alors, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre d'espèces animales. Là, je vous ai choisi un cerf avec ses biches. Donc voilà, ce cerf, il exclut les autres mâles, il les empêche de se reproduire avec son harem de femelles, et lui, par contre, il va se reproduire avec toutes ses femelles de façon systématique. Alors c'est bon pour lui, enfin c'est bon pour son génome en tout cas, il va transmettre ça à un grand nombre d'individus. C'est bon aussi pour les femelles. Pourquoi ? Parce que comme ce mâle, il va être obligé, et je vous ai dit, le sexe ça coûte, donc ce mâle, il va être obligé de se bagarrer avec d'autres mâles constamment. Et un des effets de cela, c'est qu'on va voir apparaître un dimorphisme sexuel très fort. Pourquoi ? Parce que dans des espèces qui se comportent comme ça, les mâles ont, entre guillemets, intérêt à être le plus costaud et le plus agressif possible. Parce que c'est en partie à cause de ça qu'ils vont assurer leur succès reproductif. Et donc, du côté des femelles, le fait que finalement, c'est le plus gros, c'est le plus fort qui gagne, ça leur assure, si je peux dire, une qualité génétique, si je peux dire, de leur partenaire sexuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de sélection des mâles avec certains qui ont un succès reproductif plus grand. Et ce mode de reproduction qu'on connaît chez toutes sortes de créatures, vous allez voir qu'on le trouve aussi dans certaines espèces de primates, et c'est quelque chose qui est
lié en grande partie à cette question du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que vous allez voir que, dans le fond, plus ce comportement est marqué, plus on a de dimorphisme sexuel, et moins ce comportement est marqué, moins on a de dimorphisme sexuel, ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt d'étudier le dimorphisme sexuel chez des espèces fossiles. Alors venons-en à nos primates maintenant. Donc les primates, bon, je ne vais pas vous faire toute la phylogénie des primates, hein, mais disons qu'on a des formes anciennes, relativement primitives de primates qu'on appelle les strepsirrhiniens. En gros, c'est des créatures qui n'ont pas un nez, mais qui ont une truffe, un peu comme un chien ou un chat. Hein. Et d'autres caractères sont les prosimiens de Madagascar, par exemple. Vous avez tous vu ces charmants petits maquis avec leurs jolies petites têtes, leurs oreilles pointues et puis leurs petites truffes. Et puis ensuite, on a un groupe qui comprend en gros les tarsiers et puis alors toute la variété des singes et de l'homme qu'on appelle les aplorhiniens. Alors eux, ils ont, comme le nom indique, un nez. Enfin un nez, pas un nez protubérant comme le nez humain, mais une forme de nez. Et puis, à l'intérieur de ça, on va avoir des singes, une grande division entre des singes sud-américains et des singes, comment dire, de l'ancien monde, cathariniens. Et dans ces singes cathariniens, eh bien, il y a une superfamille très importante qu'on appelle la famille des Hominoidea. Et ces Hominoidea, en gros, c'est ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, les grands singes et l'homme. Et c'est essentiellement là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui. Bon, en ayant peut-être de temps en temps un regard sur ce qui se passe chez d'autres cathariniens, des babouins, des macaques, des choses comme ça. Donc, au sein de ces Hominoidea, on a un groupe dont on parle pas beaucoup, souvent, ce sont les gibbons. Donc, ce sont des créatures qui vivent dans le sud de l'Asie, dans le sud-est de l'Asie, des singes, des grands singes arboricoles qui pratiquent la brachiation, qui chantent, qui font des tas de choses très intéressantes. Ils sont là. Et puis ensuite, on a ces fameux grands singes plus proches de nous, l'orang-outan, qui est lui aussi un groupe asiatique, et puis les grands singes africains, le gorille, les chimpanzés et l'homme, les chimpanzés étant le groupe le plus proche des hommes, et évidemment, on s'y intéresse beaucoup à cause de ça. Du point de vue de l'organisation sociale, dans tous ces primates, et du comportement reproductif, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Il y a une très très grande variété de comportements et d'organisation sociale, avec, vous allez voir, des stratégies qui sont des stratégies assez différentes et des effets sur un certain nombre de caractères qu'on a déjà évoqués, comme par exemple la compétition entre les mâles, le dimorphisme sexuel, etc. Alors, on a déjà, on peut commencer par cette composition que j'ai évoquée là en vous montrant les cerfs. C'est la polygamie du côté des femelles, hein, ce qu'on appelle la polygynie, c'est-à-dire le fait qu'un mâle se réserve un harem de femelles. Donc ça existe chez un certain nombre de primates. L'exemple le plus iconique, si je peux dire, c'est le gorille. On va en parler dans un instant. Mais ça existe chez d'autres singes sud-américains. Ça existe chez les babouins Gelada, par exemple. C'est des très gros babouins. Donc, on a ce modèle-là. On a aussi, ça existe chez les primates, un modèle polyandre. C'est-à-dire, là, c'est le contraire. C'est une femelle mature, qui a autour d'elle plusieurs mâles avec lesquels elle peut se reproduire. Alors,
je vous ai dit ça existe, mais c'est un peu comme les poissons volants, hein, c'est-à-dire ça existe aussi, mais ce n'est pas la majorité de la catégorie. Donc on a des singes polyandres, sont essentiellement des singes, des petits singes sud-américains. Mais quand même, je me devais de mentionner ça. Alors après, ce qui est assez, répandu, ce sont des groupes où il y a un nombre plus ou moins égal de mâles et de femelles. Alors, avec toute une variété d'organisations, des groupes multimâles, multifemelles, c'est-à-dire, comme le nom l'indique, il y a des mâles et des femelles dans le même groupe, qui se reproduisent pas tous avec le même succès, si je peux dire, mais qui se reproduisent à l'intérieur de ce groupe. Il y a des formes de monogamie, alors soit des monogamies, c'est-à-dire vraiment un couple qui vit tout seul, séparé, et puis aussi des groupes sociaux à l'intérieur desquels il y a des unions plus ou moins stables, généralement temporaires, entre des individus des deux sexes. Et puis enfin, il y a un modèle aussi qui existe chez les primates, c'est notamment le cas chez l'orang-outan, des modèles où on a des individus qui sont des individus solitaires et qui vont rencontrer, disons dans la vie sociale, va se limiter à rencontrer l'autre sexe pour la reproduction. Alors c'est ce qu'on connaît chez d'autres mammifères, je sais pas, les ours par exemple. Donc ça existe chez les primates. Alors justement, commençons par ce modèle-là. Donc c'est le cas de l'orang-outan. Donc chez les orang-outans, donc les mâles adultes, ils sont solitaires, hein, ils ont un certain territoire et ils passent à peu près 90% de leur temps seuls. Hein, et ils ne vont aller fréquenter, si je peux dire, les femelles que à l'occasion de la reproduction. Alors ces femelles, elles, sont beaucoup plus sociales, si je peux dire. Elles peuvent vivre en petits groupes avec des jeunes. Et les mâles, en dehors de ça, ils rencontrent d'autres individus, essentiellement pour se confronter à eux, d'autres mâles, justement pour les exclure. Donc ces groupes de femelles plus sociaux sont des groupes qui ont un certain territoire, et donc on a un mâle solitaire qui lui a un territoire qui englobe le territoire de plusieurs groupes de femelles. En gros, c'est ça la stratégie. Alors, évidemment, il y a des mâles qui se baladent d'un territoire à l'autre, qui défient les mâles résidents pour prendre leur place, avec plus ou moins de succès. Et on a quelque chose d'assez curieux chez les orang-outans, c'est que, donc indépendamment de ce grand mâle dominant dont le territoire englobe le territoire de plusieurs femelles, on va avoir des mâles plus petits, d'un format plus modeste, qui sont eux un peu plus mobiles et qui vont quand même réussir à s'accoupler avec les femelles. Alors les femelles préfèrent le gros mâle dominant, avec lequel elles s'accouplent volontiers. L'accouplement avec les mâles qui se baladent, c'est de temps en temps, les mâles leur forcent un peu la main quand même. Hein. Donc ces jeunes mâles si je peux dire, qui se baladent. Alors ensuite, on a chez les gorilles, je vous l'ai dit, alors là, une vraie organisation en harem, un petit peu, c'est un peu comme les cerfs, si vous voulez, mais enfin, sauf que les cerfs, c'est saisonnier, tandis que là, c'est pas saisonnier. Donc on a des groupes, on peut dire familiaux, qui sont des groupes entre 2 et 12 individus à peu près. Et généralement, ces groupes se composent d'un mâle qu'on dit à dos argenté, c'est-à-dire un mâle adulte à la force de l'âge. Et comme le terme l'indique, il a le dos argenté. Et autour de lui, on a essentiellement des femelles. Il peut y avoir d'autres mâles,
par exemple des petits, des femelles, mais disons, généralement, ces jeunes mâles, tôt ou tard, ils vont quitter le groupe, et puis ils vont partir, alors soit seuls, soit avec d'autres mâles, pour essayer de se constituer leur propre harem, alors soit en se confrontant avec un mâle ado argenté, soit en piquant, entre guillemets, des femelles à des groupes existants. Enfin bon, c'est la vie des mâles gorilles, c'est difficile. Hein. Et donc, bon, ce sont des groupes qui sont quand même relativement, je dirais, paisibles. Hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du groupe, tout le monde fait ce que le mâle à dos argenté décide qu'il faut faire. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de conflit. Lui, il gère les relations, si je peux dire, avec les prédateurs. Je ne sais pas si on rencontre un léopard, c'est son affaire. Il se confronte aussi à d'autres mâles extérieurs qui veulent venir prendre sa place ou prendre son harem. Mais voilà, sinon, ça se passe assez bien, si je peux dire. Et alors, ensuite, on a cette organisation en groupe multimâle, multifemelle. Donc, il y a des tas d'exemples chez les primates, mais je vais vous parler essentiellement des grands singes. Alors, on a l'exemple, si je peux dire, le plus connu, c'est celui des chimpanzés. Alors, il faut bien se rendre compte, j'aurais pu dire ça d'ailleurs à propos des gorilles déjà, c'est que le passage de la vie solitaire à la vie sociale, la vie en groupe, c'est considéré quand même comme une transition majeure hein, dans l'évolution des primates. On pense que le modèle primitif, c'est le modèle solitaire. Hein. D'ailleurs, on le trouve pas mal chez les prosimiens. Alors pourquoi est-ce qu'on vit en groupe? Ça crée énormément de complications de vivre en groupe, hein, mais ça présente aussi des grands avantages, en particulier justement les prédateurs dont je parlais. C'est quand même toujours mieux d'être à plusieurs que d'être tout seul face à un léopard. Et puis aussi, on pense, en particulier pour les chimpanzés, que ça permet la défense de ressources communes. Hein. Les chimpanzés, ces chimpanzés-là, les chimpanzés communs, sont des êtres qui sont quand même assez territoriaux. Donc ils ont un domaine, et notamment les mâles se baladent à la frontière de ce domaine et, entre guillemets, font la guerre à d'autres groupes de chimpanzés. Hein. Et, donc ils peuvent être très agressifs, ils tuent d'autres chimpanzés qui rentrent chez eux. Hein. Donc on a affaire à des groupes qui peuvent être assez importants. Alors les groupes de chimpanzés, ça va de 20-30 jusqu'à 80. En 80, ça commence à être un groupe assez important. Et dans ces groupes, il y a quand même une hiérarchie qui est très très forte. Donc il y a un mâle dominant. Puis chez les femelles aussi, il y a toute une hiérarchie. Et donc ce mâle dominant, lui, il va avoir accès à toutes les femelles. Et puis après, les autres, en fonction de leur place dans la hiérarchie, ils auront accès à certaines femelles, pas d'autres, etc. D'une façon générale, il règne une grande promiscuité sexuelle. Hein. En gros, tout le monde fait avec tout le monde, mais bon, encore une fois, quand même avec des chances plus élevées pour le mâle dominant que pour les autres. Sans compter qu'en plus de ça, en particulier les femelles, de temps en temps, elles s'accouplent avec des rencontres à l'extérieur du groupe, hein, puisque tout ce monde-là se balade dans un territoire. Donc promiscuité sexuelle, mais aussi quand même une assez grande... Alors c'est assez compliqué parce qu'on dit souvent que la compétition entre les mâles, elle est plus faible que ce qu'on a chez les gorilles, par exemple. Parce que là, chez les gorilles, c'est vraiment... il n'y a pratiquement pas de cohabitation possible entre les mâles. Donc, ils vont s'intimider, même se confronter, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui élimine les autres. Donc là, chez les chimpanzés, ce n'est pas ça. Mais quand même, c'est un monde qui est quand même très, très violent, le monde des chimpanzés communs. Et d'ailleurs, vous avez peut-être lu ça, hein, il y a toute une... il y a des assassinats politiques hein, chez les chimpanzés. De temps en temps, il y a
a des individus, des coalitions qui se forment pour se débarrasser du mâle dominant, du chef. Donc il y a un pouvoir qui est constamment contesté, remis en cause. Enfin, il se passe des trucs. Je ne parle même pas de ce qui se passe avec ceux des autres groupes, où là, il y a vraiment des mises à mort assez violentes. Alors, les chimpanzés communs sont donc des espèces africaines, enfin, une espèce africaine composée de plusieurs sous-espèces qui vit essentiellement, uniquement au nord du fleuve Congo, et puis au sud du fleuve Congo, on a une autre espèce de chimpanzé qu'on appelle le chimpanzé nain ou le bonobo. Là, pareil, sont des groupes multimâles et multifemelles, mais quand même avec une ambiance très différente de celle des chimpanzés communs. Donc c'est un monde beaucoup moins violent, si je peux dire. Et disons que le sexe ne sert pas qu'à la reproduction chez les bonobos. Donc ce sont des groupes qui sont dominés par les femelles et où le sexe est utilisé aussi même essentiellement, pour créer des alliances entre individus, d'ailleurs qui peuvent être de même sexe, pour apaiser les tensions. Donc on a une vie sexuelle extrêmement riche et variée chez les bonobos. Bon, dans ces groupes, donc que ce soit les chimpanzés, les gorilles, etc., j'ai déjà évoqué, mais on peut avoir des liens entre un mâle et une femelle pendant une période. Donc ce n'est pas permanent, mais ça, en gros, c'est pendant la période où la femelle va être féconde, va être réceptive. Et donc pendant cette période-là, un mâle et une femelle peuvent rester ensemble de façon préférentielle et s'accoupler très fréquemment. C'est avantageux, pourquoi? Parce que pour le mâle, ça accroît la probabilité que la descendance de la femelle, ça soit sa descendance à lui et pas la descendance de quelqu'un. Et puis pour la femelle, il y a une possibilité, surtout si c'est un mâle relativement dominant, d'avoir par exemple plus de protection par rapport aux prédateurs, parce qu'encore une fois, dans tous ces groupes multimâles, multifemelles, il y a des réseaux d'alliances entre individus, donc c'est pas mal non plus, et ça peut assurer un plus grand succès, une plus grande survie, un plus grand succès reproductif aux petits de la femelle ensuite. Et enfin, dernier modèle, donc celui de la monogamie. Alors il y a des espèces de primates monogames, et en particulier donc les gibbons. Donc là, on a un couple qui a un certain territoire et où il y a exclusivement un mâle et une femelle qui vivent avec possiblement leurs petits. Ce sont des animaux qui ont l'air gentils comme ça, mais ils sont quand même assez territoriaux. Et en gros, on a l'impression que c'est surtout les femelles qui empêchent les autres femelles de rentrer sur le territoire. Donc c'est quand même les femelles qui gardent papa à la maison, si je peux dire, et qui empêchent les mâles de devenir polygynes. Donc elles ont tout un comportement là-dessus, d'exclusion des autres femelles. Il y a un point qui est important à garder en tête, c'est que chez les espèces monogames, le problème, c'est le problème de la... Et d'ailleurs, c'est un problème général, c'est aussi un problème dans les harems de gorilles, etc. C'est le problème de la consanguinité, c'est-à-dire du fait qu'on va finir par avoir des descendants qui se reproduisent avec leurs parents, etc. Et donc... là, il y a des stratégies qui sont développées par chaque espèce pour éviter ça. Et j'évoque ça maintenant simplement pour vous dire que, en fait, ces couples monogames qui ont l'air très sympathiques finalement, c'est joli, la fidélité des siamans, on dit, sont unis pour la vie, etc. En fait, madame va voir ailleurs quand même. Donc,
il y a pas mal d'exemples où on voit que la femelle va aller se reproduire avec les voisins, plus qu'un. Et donc, ça, c'est un moyen d'éviter justement ce phénomène de consanguinité. Ça, on va dire un mot de la monogamie des hommes tout à l'heure. Donc la monogamie chez les hommes et les femmes, elle est comment dire, relative, si je peux dire. Mais c'est assez intéressant de voir que dans le fond, quand on regarde du point de vue génétique, hein, la sécurité avec laquelle un couple humain peut dire mes enfants sont mes enfants, surtout pour les mâles, eh bien, en fait, est plus élevée que chez ces espèces dites monogames. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bien que dans l'espèce humaine, madame ou monsieur peut aller voir ailleurs, ben quand même, la filiation à l'intérieur du couple monogame, du point de vue génétique, est globalement, statistiquement plus sûre que ce qu'elle est chez des espèces comme ça, qui sont, entre guillemets, dites monogames. Alors l'autre moyen, si je peux dire, d'éviter la consanguinité, eh bien, c'est la dispersion des individus, c'est-à-dire le fait qu'un individu parte et aille ailleurs. Alors chez les gibbons, ça existe, hein, c'est-à-dire les couples, on dit, sont unis pour la vie. Non, ils ne sont pas unis pour la vie, ils divorcent. Hein, donc de temps en temps, ils se séparent, ça peut arriver. Et puis quand on regarde ce qui se passe dans des espèces, alors ici ce sont des colobes, hein, donc des cathariniens africains, on voit que quand on regarde la composition des groupes, ici ce sont les femelles, ici ce sont les mâles, eh bien, on trouve un petit peu de tout, c'est-à-dire on trouve des individus qui sont nés à l'intérieur du groupe et qui y sont restés, on trouve des individus qui sont des migrants qui viennent d'autres groupes, on trouve des gens qui sont, enfin des individus qui sont là mais qui sont le résultat d'une fission d'un groupe existant qui s'est séparé en deux. Donc tous ces processus-là, ça permet d'éviter cette endogamie qui serait assez néfaste à l'espèce. Alors dans cette étude-là, sur ces colobes, ce que les auteurs montrent d'ailleurs, c'est qu'il y a une composition et des comportements qui varient d'une population à l'autre de colobes à l'intérieur d'une région. C'est-à-dire que cette composition, elle n'est pas la même d'une population à l'autre. Donc il y a, si je peux dire, des traditions différentes d'une population à l'autre. Mais enfin, disons que quand même, ce qu'on trouve de façon majoritaire chez les primates, ce sont quand même des espèces où sont les femelles qui sont philopatriques. C'est le terme consacré dans le jargon. C'est-à-dire que dans la plupart des espèces de primates, c'est plutôt les femelles qui restent dans le groupe où elles sont nées, et puis les mâles qui partent. Hein. Ce que je vous ai raconté sur les gorilles, par exemple, tout à l'heure, et puis on trouve ça chez beaucoup d'espèces. Alors en fait, ce qui fait que c'est plutôt les mâles ou plutôt les femelles qui partent, c'est lié à la balance coût-avantage de partir ou de rester. Donc par exemple, dans ces groupes où sont les femelles qui sont philopatriques, c'est avantageux pour elles de rester parce que, dans le fond, elles gardent les alliances qui existaient à l'intérieur du groupe, et souvent elles héritent du statut de leur mère, du statut social de leur mère, et donc ça va assurer une certaine forme de succès, en particulier pour l'acquisition de la nourriture, etc. Mais il y a des espèces où c'est pas du tout comme ça, et en particulier chez les chimpanzés. Donc voilà une étude, donc chimpanzés dont je vous rappelle qu'ils sont nos plus proches parents. Hein. Donc une étude chez les chimpanzés communs d'Ouganda, où on a regardé dans une région différentes troupes de chimpanzés, et on a testé génétiquement ces chimpanzés, enfin on les a testés, c'est un travail terrible, hein. Il faut être dans la forêt pendant des mois, ramasser les crottes des chimpanzés, leurs poils, etc. Et puis après ramener tout ça au laboratoire pour faire de la génétique.
Et puis les observer, savoir qui est qui et qui a fait quoi. Hein. Bon. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans le fond, les relations entre des pères et des fils avérées, eh bien, sont relativement rares. En fait, il y en a très peu. Par contre, les relations entre mère et fille d'un groupe à l'autre sont très très nombreuses. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des filles qui partent dans un autre groupe. Et de fait, chez les chimpanzés, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui sont phyllopatriques, ce ne sont pas les femelles. Encore une fois, c'est lié à la balance coût-bénéfice de partir ou de rester. Hein, parce qu'il faut bien voir que partir, ça présente quand même des risques. Je vous ai dit tout à l'heure, la vie des chimpanzés communs, c'est quand même une vie assez violente. Et donc, pour les chimpanzés communs, le transfert vers un autre groupe peut être très périlleux, voire mortel. Hein. Alors que les femelles, bon, on est toujours content d'en avoir une de plus à bord. Je parle des chimpanzés. Hein. Et donc, on a chez les chimpanzés ce comportement un petit peu différent. Alors, je vous ai parlé déjà du dimorphisme sexuel. Et donc, on va voir un dimorphisme sexuel qui va se développer plus ou moins dans différentes espèces en fonction de tous ces comportements-là. Donc, en gros, les espèces où on a le dimorphisme de taille le plus important, c'est celui où il y a un mâle unique qui soit se réserve un harem de femelles, soit chez l'orang-outan va avoir des accouplements avec des femelles qui sont sur son territoire, même s'il ne vit pas avec elles. Donc c'est là qu'on a le dimorphisme sexuel le plus élevé, avec un mâle qui peut être à peu près 2 fois de la taille d'une femelle. Hein. Et encore une fois, je vous rappelle que pourquoi il est 2 fois plus gros, parce qu'il faut qu'il castagne les autres mâles. Hein. Donc c'est important pour lui d'être... Mais encore une fois, ça a un coût physiologique, ça a un coût énergétique et ça a un coût aussi en termes de risque. Hein. Bon. Et puis, on va trouver à l'autre extrémité de cette variation ce dimorphisme sexuel, eh bien, les espèces monogames, je vais vous en montrer dans une minute, où là, on n'a quasiment pas de différence entre le mâle et la femelle, parce que ce n'est pas la peine, dans le fond, en termes de taille. Alors, chez les gorilles, ce n'est pas seulement la taille, mais on a aussi, vous voyez, le développement des canines, qui est très développé chez le mâle, beaucoup plus que chez la femelle. Là aussi, c'est lié à ces interactions violentes avec d'autres individus, et notamment d'autres mâles. Et on retrouve à peu près le même clean, toujours, hein, c'est-à-dire... les mâles uniques où le dimorphisme est beaucoup plus marqué que les espèces monogames. Et puis alors, les espèces qui sont des espèces où on a des groupes multimâles, multifemelles, alors là, ce qui se passe, c'est que, je vous l'ai dit, la compétition entre mâles, elle est moins forte, puisqu'il y a quand même une nécessité d'un certain degré de tolérance vis-à-vis des autres mâles à l'intérieur du groupe, si on veut former un groupe social. Et donc, on a un dimorphisme sexuel chez le chimpanzé commun, chez le bonobo, qui est nettement moins marqué que ce qu'on a chez le gorille, par exemple. Et puis enfin, voilà, donc ces fameuses espèces monogames. Donc je reviens à mes gentils gibbons, qui eux, il n'y a pas de grande différence entre le mâle et la femelle. On retrouve ça chez des tas d'autres espèces monogames. Je vous donne juste un exemple, qui est celui de petits singes sud-américains. Donc là, vraiment, il faut être des singes capucins. Franchement, si je peux dire, il faut être dessus pour voir qui est le mâle et la femelle. Hein. C'est pas évident, hein, de loin. Ils se ressemblent énormément. Je vous ai parlé de différentes stratégies pour assurer son succès reproductif. Alors, il y en a une qui est assez terrible, qui est une stratégie d'infanticide. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux primates, mais qui existe
aussi chez les primates, mais qu'on connaît chez plus d'une centaine d'espèces de mammifères. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand un mâle, généralement parce que le mâle dominant a été exclu, tué ou Dieu sait quoi, qu'on prend sa place, eh ben, la première chose qu'on fait, on tue tous les petits qui sont les petits de ce mâle-là. Et donc, j'allais dire, ça a un des avantages de ce comportement-là, c'est que notamment les femelles qui sont des femelles allaitantes, qui ont des petits, eh bien, elles vont se mettre à nouveau à ovuler, à être fécondes, et on peut les féconder. Donc non seulement on s'assure de propager ses propres gènes, mais en plus on élimine les gènes des concurrents. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez développé. On connaît ça chez les chimpanzés, on connaît ça chez les babouins. Ça peut être assez, dramatique en termes de mortalité des petits. Par exemple, il y a des espèces de babouins où 70% de la mortalité infantile, c'est ça, c'est l'infanticide par d'autres mâles. Donc c'est énorme, 70%. Alors généralement, ce comportement-là, il se développe dans des espèces où les femelles sont fécondes tout au long de l'année, parce que là, ça vaut le coup, si je peux dire, de pratiquer l'infanticide. Par contre, dans les espèces où il y a un cycle, alors là on sort des primates, mais il y a des espèces où il y a un cycle saisonnier, annuel même, de reproduction, bon là c'est un petit peu moins marqué. Donc ça m'amène à parler de cette histoire de fécondité des femelles. Chez la plupart des primates, on a une ovulation qui est une ovulation suivant un cycle. Alors, ce cycle, il varie en fonction des espèces, mais disons, c'est entre une dizaine de jours et puis 2 mois à peu près. Donc, il y a toutes sortes de durées de cycles, très variables d'une espèce à l'autre. Et quand les femelles sont fécondes, eh bien, elles vont avoir un gonflement des parties génitales qui vont changer de couleur. Enfin, disons, il y a un signal très fort pour les mâles pour dire, voilà, c'est le moment. Donc, et d'ailleurs, c'est là que les mâles vont commencer plus ou moins à vouloir se les réserver, se les disputer, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez marqué. Alors, normalement, chez l'homme, il n'y a pas d'œstrus, enfin, pas comme ça. Et donc, on a beaucoup discuté, justement, de savoir pourquoi chez l'homme, ça n'existe pas. Alors, certains pensent que ça existe quand même. Alors, pas de façon aussi spectaculaire. Il y a une étude assez amusante qui a été faite, je crois que c'est aux États-Unis, où on a demandé à des stripteaseuses ou des dames qui dansaient sur les tables dans les bars de compter leur pourboire en fonction du moment de leur cycle menstruel. Et donc elles avaient 2 fois plus de pourboire au moment de leur ovulation. Et donc il y avait quelque chose quand même. Alors je vous ai dit que la compétition entre mâles dans les groupes multimâles, multifemelles était une compétition beaucoup moins forte que par exemple, chez les espèces qui vivent avec un mâle entouré d'un harem. Mais il y a quand même une autre forme de compétition qui se produit et qui, en particulier, est très marquée chez les chimpanzés. Et c'est ce qu'on appelle la compétition spermatique. C'est-à-dire que comme ces groupes vivent dans une grande promiscuité sexuelle et que donc les femelles peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles tout au long de la journée quasiment, eh bien, il y a une compétition entre le sperme de différents mâles dans les voies génitales des femelles. Et donc ça entraîne
ça crée une pression de sélection sur les mâles, c'est-à-dire que, en gros, ceux qui vont produire plus de sperme ou un meilleur sperme que les autres vont avoir plus de chances de se reproduire, puisqu'ils ne peuvent pas empêcher les autres quand même de se reproduire avec les femelles. D'accord ? Et en particulier, quelque chose qui est assez spectaculaire, c'est que, contrairement à la chanson de Georges Brassens, ou ce que prétend la chanson de Georges Brassens, Gare au gorille, le gorille, vous voyez, il a des tout petits testicules comparé à la moyenne de la taille des testicules en fonction de la taille corporelle, alors que les chimpanzés, eux, sont très au-dessus de la moyenne. Hein. Alors quand on dit très au-dessus de la moyenne, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est le cerveau d'un chimpanzé, et ça, c'est un testicule de chimpanzé. Hein. Donc, les chimpanzés, vraiment, sont des machines, enfin, les mâles chimpanzés sont vraiment des machines à fabriquer du sperme, à cause de cette compétition spermatique où, dans le fond, le seul moyen de l'emporter sur les autres mâles du point de vue de la reproduction, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas seulement la quantité de sperme, mais c'est aussi, je vous ai dit, la qualité. Et alors, il y a tas d'études où on a mesuré la vitesse des spermatozoïdes, la vitesse à laquelle ils nagent, leur taille, etc. Et là, on retrouve toujours les mêmes résultats. Voilà, par exemple, une étude sur la vélocité des spermatozoïdes. Eh bien, vous voyez, les chimpanzés et les macaques, qui sont des espèces qui vivent en groupe multimâle, multifemelle, sont ceux où les spermatozoïdes sont les plus, non seulement nombreux, mais les plus rapides, comparés à ce qu'on trouve chez l'homme. Et alors, ce pauvre gorille, si je peux dire, lui est en queue de peloton pour ce qui est de la vitesse des spermatozoïdes. Alors, pour terminer, je voudrais dire quelques mots quand même sur les hommes, enfin l'espèce humaine, et sur un certain nombre de caractéristiques, mais on va avoir à revenir beaucoup là-dessus dans la suite des autres cours, puisqu'on va plus parler des hominides. Alors un rappel pour ceux qui n'avaient pas assisté à mon cours sur l'histoire de vie et l'évolution. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait opposé deux types extrêmes d'espèces, des espèces du type K majuscule, ça vient de carrying capacity, opposé au type R. Alors le type R, c'est on produit énormément de gamètes, on a énormément de petits, on ne vit pas très longtemps, mais on en a plein, et puis il n'y en a pas beaucoup qui survivent, mais bon, dans la masse, ça finit par marcher. Et puis le modèle K, c'est un modèle complètement opposé, c'est-à-dire sont des espèces qui vivent quand même dans des milieux qui sont des milieux plus stables, plus prévisibles, où il y a peu de petits. Ces petits ont une maturation qui est très lente et ils commencent eux-mêmes à se reproduire très très tardivement. Donc il y a des soins des adultes aux petits qui sont assez développés, ce qu'on trouve chez les éléphants, ce qu'on trouve des espèces comme ça. Et il y a en général quand même une survie assez bonne des petits. Alors bon, sauf les petits babouins qui se font trucider par les mâles, mais quand même, par rapport, je sais pas, à des éphémères ou des espèces comme ça, il y a quand même une plus grande survie. Alors, cette stratégie-là, donc il y a un peu un extrême, une caricature, c'est vraiment j'allais dire, c'est une des caractéristiques de tous ces grands primates. Hein, c'est-à-dire que ce soit le chimpanzé, le gorille, hein, et l'homme, il est encore plus cas que les autres, si je peux dire. Donc tout ça se traduit par, donc, je vous ai dit, une longévité assez importante, et puis surtout une entrée tardive dans la reproduction. Hein. C'est-à-dire les hommes, dans les sociétés traditionnelles, les femmes commencent à se reproduire vers 18-20 ans. Hein, c'est ça. Alors chez les grands singes, c'est vers plutôt 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça.
Mais enfin, vous voyez que le modèle humain, c'est un modèle qui est encore poussé plus loin que celui des grands singes. Alors il y a quelque chose sur lequel on reviendra dans un cours ultérieur, mais vous voyez, l'âge de la ménopause chez les chimpanzés, chez les hommes, enfin chez les femmes, c'est à peu près pareil, mais les femmes rentrent plus tard dans la reproduction. Pourtant, les femmes ont un succès une fécondité plus grande que les chimpanzés, et c'est lié à différents facteurs. Vous voyez, donc une entrée plus tard dans la reproduction des femmes sont les ronds blancs par rapport aux chimpanzés, mais avec un nombre de petits, si je peux dire, en moyenne par année, qui dans les sociétés traditionnelles est très au-dessus de ce qu'on trouve chez les chimpanzés. Alors la grande différence, mais on en rediscutera, c'est que dans le fond, vous voyez, les chimpanzés commencent plus tôt, mais les femelles chimpanzés commencent plus tôt, mais elles vont avoir à peu près tout le temps un taux de fécondité qui ne varie pas jusqu'à la ménopause, puis à la ménopause, pouf, c'est terminé. D'accord ? Alors l'inconvénient de ça, c'est que les très jeunes femelles ou les très vieilles femelles, qui ont toujours à peu près le même nombre de petits par période de temps déterminée, eh bien, donnent naissance à des petits qui sont des petits à risque. Qui sont des petits à risque, soit parce que la mère n'est pas expérimentée, soit parce qu'elle est âgée, qu'elle a d'autres problèmes. Alors que les femmes se reproduisent surtout quand elles sont jeunes, qu'elles sont au maximum de leur santé. Et d'ailleurs, il y a des tas d'indices qui montrent, quand on parlait de stratégie, les hommes sont plutôt attirés par les jeunes femmes pour se reproduire, en tout cas. Hein. Donc ça, c'est un phénomène assez marqué. Alors du point de vue de du dimorphisme sexuel, on a un dimorphisme sexuel chez l'homme, un dimorphisme de taille, qui est un petit peu, en gros, celui qu'on a chez les bonobos, chez les chimpanzés. Donc on vit en groupe mâle, multifemelle, moins violent que celui des chimpanzés communs, moins sympathique que celui des bonobos. Mais voilà, on est dans les mâles se tolèrent relativement, et on a derrière ça, on va y venir dans un instant, j'allais dire une relative monogamie, teintée quand même un peu de polygynie chez les hommes, et donc en gros on a le dimorphisme sexuel qu'on attend en fait chez une espèce de primate qui a à peu près ce type de comportement. Alors, une des questions qu'on va se poser la semaine prochaine, c'est quand on a des fossiles, comment est-ce qu'on décide si c'est des hommes ou des femmes, parce que c'est quand même important si on veut mesurer le dimorphisme sexuel. Et je vous ai mis ces deux bassins-là pour vous dire que la partie du squelette qui est la plus différente entre un homme et une femme, c'est le bassin. C'est vraiment le bassin, les anthropologues qui font de la bioarchéologie, ils sont contents quand ils ont un bassin, parce que là, normalement, on peut dire c'est un homme, c'est une femme. Enfin, on peut, mais quand même avec une certaine marge d'erreur. Et cette marge d'erreur, c'est à peu près la même que celle qu'on a, par exemple, quand on essaie de sexer des crânes. C'est-à-dire qu'on a raison à peu près 85% du temps, et on se trompe à peu près 15%. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que il y a un dimorphisme sexuel, mais après, si on prend des caractères anatomiques, de taille, etc., il y a un recouvrement quand même très important. Et puis ce recouvrement, il va falloir le subir quand on traite du matériel fossile. Alors, vous verrez qu'on a d'autres méthodes maintenant, en particulier des méthodes moléculaires pour dire c'est des hommes, c'est des femmes. Donc, monogamie versus polygynie, voilà une étude qui a été faite sur différents types de sociétés. Alors c'est quand même plutôt des sociétés traditionnelles, hein, donc des chasseurs-cueilleurs, des sociétés d'horticulteurs, des sociétés pastoralistes, des sociétés d'agriculteurs. Alors il y a une espèce de légende urbaine qui voulait que les chasseurs-cueilleurs ils étaient monogames, et puis la polygamie s'est apparue avec l'agriculture, le capitalisme, le fait que les gens
vivaient dans des sociétés inégalitaires, enfin je dis le capitalisme, je plaisante évidemment, hein, mais des sociétés inégalitaires. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, les chasseurs-cueilleurs, ils sont aussi polygames que les autres. Donc vous voyez, ça fluctue un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc on a, en fonction des groupes, entre 10% et 30% des individus mâles qui ont accès à plus qu'une femelle. Voilà. Ça ne veut pas dire que les femelles n'ont pas accès à d'autres mâles, hein, mais là on parle d'organisation sociale. Hein. Et alors, donc c'est essentiellement des sociétés monogames, mais avec un certain nombre d'individus qui vont avoir, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est assez courant, il y a un homme qui va... alors après, il y a aussi pourquoi, ça peut être parce qu'il y a moins d'hommes que de femmes, parce qu'il y a des milieux où il faut absolument vivre avec quelqu'un d'autre, sinon on ne peut pas survivre. Je pense par exemple au milieu arctique. Donc on va avoir un homme qui va avoir 2 sœurs comme épouse ou des choses comme ça. Donc c'est assez courant. Alors après, bon, la polygamie à grande échelle, genre harem d'Istanbul, ça existe de façon complètement, comment dire, anecdotique quasiment à l'échelle de l'évolution humaine. L'infanticide. Alors, je vous ai expliqué que l'infanticide, c'est une stratégie dans certaines espèces de primates pour les mâles, pour, dans le fond, exercer une concurrence sur les autres mâles en tuant leur progéniture. Alors, il y a eu toute une discussion là-dessus pour savoir si, justement, la monogamie dont on vient de parler, chez les hommes, c'était pas quelque chose qui avait éliminé ce comportement d'infanticide, parce qu'évidemment, quand on est monogame, normalement, on se préoccupe moins du risque que d'autres mâles soient le père de ses enfants. Encore que l'histoire montre que c'est une préoccupation bien présente souvent. Donc, en théorie, l'infanticide, c'est quelque chose qui n'existe pas chez l'homme, en tout cas au niveau où ça existe chez les babouins, dont je parlais tout à l'heure. Alors, il faut quand même mettre un léger bémol à cette affirmation, parce que l'infanticide, ça n'a pas complètement disparu. Il y a des sociétés traditionnelles où, il y a des exemples qui existent dans la littérature, par exemple les Yanomami de la forêt amazonienne ou les Tikopia des Nouvelles-Hébrides. Traditionnellement, quand une femme avait un nouveau mari, les enfants étaient mis à mort, hein, les enfants du précédent. Hein, donc c'est quelque chose qui rappelle quand même un petit peu ce dont on a parlé à propos des primates. C'est pas très répandu, mais ça existait. Et puis alors, il y a une chose, moi, que j'ai lue qui m'a beaucoup impressionné. J'ai lu ça il y a des années de ça. Il y a un bouquin qui s'appelle Homicides, qui est un bouquin sur l'homicide, l'évolution de l'homicide, dans lequel il y a des données qui ont été recueillies par la police canadienne. Alors, c'est des statistiques très très détaillées. Donc entre 1974 et 1983, la police canadienne a fait des statistiques sur les histoires d'infanticide, donc de mort d'enfants. Et donc ce que montrent ces statistiques, c'est quand même assez frappant, c'est-à-dire que dans les familles où ça se produit, où il y a des enfants qui sont tués par les parents, eh bien en fait, si un des 2 parents n'est pas le père ou la mère des enfants en question, le risque est multiplié par un facteur absolument extraordinaire. C'est-à-dire que les infanticides qui se produisent dans les sociétés modernes, c'est en fait très rarement des infanticides par les parents biologiques. C'est généralement des infanticides par justement quelqu'un qui a pris la place du père ou de la mère biologique des enfants. Et voilà, je vous renvoie au conte de Grimm, hein, dans lequel il y a toujours des marâtres ou des beaux-pères qui sont quand même assez malfaisants et qui peuvent même mettre en danger la vie des enfants. Donc c'est une mise en garde quand même qu'on trouve dans les contes et qui est une mise en garde assez universelle. Hein. Il y a des versions de Blanche-Neige dans toutes les cultures.
et qui rappelle aux enfants que ça peut arriver. Alors, on a parlé à propos des primates de cette histoire de savoir si les mâles ou les femelles étaient philopatriques. Alors, chez les hommes, ce sont les mâles qui sont philopatriques. C'est comme chez les chimpanzés. Donc, c'est un peu un modèle opposé à la majorité des autres primates. C'est-à-dire que dans la plupart des sociétés traditionnelles, ce sont les femmes qui vont vivre dans le village ou la famille de leur mari, et non pas le contraire. Alors, ce qui est bien avec les hommes, c'est que tout existe. Donc, vous pouvez trouver des contre-exemples, il y a des tas d'exemples qui existent, mais très majoritairement, dans les sociétés traditionnelles, c'est ce qui se passe. Vous verrez, on aura l'occasion d'en parler à propos de la préhistoire. Ça, c'est une carte qui a été établie sur des données qui datent de 2013, donc ce n'est pas très vieux. Et vous voyez que ce qui est en vert, c'est-à-dire en gros le monde occidental, l'Amérique, l'Europe et puis l'Australie, là, il n'y a pas de biais très clair, c'est-à-dire la façon dont les couples s'installent, c'est leur choix. Ils vont plutôt habiter là où habiter l'homme ou la femme. Par contre, regardez le monde africain, le monde asiatique, alors là, encore aujourd'hui, si je peux dire, c'est très, très patrilocal. Et alors quand on va dans des populations de chasseurs-cueilleurs, etc., c'est très, très marqué. Alors il y a une chose qui est quand même tout à fait remarquable dans cette mobilité des hommes et des femmes, et la comparaison avec les primates, c'est que je vous ai expliqué que chez les primates, il y a une nécessité d'exogamie, en gros, et justement pour éviter l'endogamie. Et donc, on a des individus qui peuvent être des mâles ou des femelles qui passent d'un groupe à l'autre. Alors, ce qui est tout à fait particulier aux hommes, c'est que c'est une exogamie réciproque. C'est-à-dire, ce ne sont pas des individus qui prennent leur baluchon pour partir ailleurs, trouver l'amour. Ce sont des groupes qui échangent des partenaires, et ça marche dans les deux sens entre les groupes. Alors évidemment, l'exemple le plus, j'allais dire, iconique sont les échanges de princesses au XVIIIe siècle ou de princes dans les mondes d'Ancien Régime. Mais donc là, c'est le mariage de Louis XV au château de Fontainebleau avec la princesse Ledzinska. Tout le monde connaît ces histoires-là, mais il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui était absolument, enfin, qui existe partout dans les sociétés humaines. Et donc, il y a une dimension sociale qui s'ajoute à la nécessité d'exogamie, qui est une nécessité biologique. C'est, dans le fond, le moyen de créer des réseaux entre les groupes et des réseaux de solidarité, notamment en échangeant justement des partenaires, parce que ça crée des alliances en fait entre des familles qui vivent dans des groupes différents. Et ça, évidemment, ça n'existe pas chez les chimpanzés. Ça, c'est vraiment un caractère humain. Pour finir, je voudrais vous dire 2-3 mots sur un sujet qui va nous occuper lors des cours futurs. C'est le fait que, je vous ai déjà dit, le développement des enfants, il était très différent chez les grands singes et chez les hommes. En particulier, l'allaitement est un allaitement qui est beaucoup plus court chez l'homme que chez les grands singes. Et là, il y a quelque chose qui paraît un petit peu contre-intuitif, parce que dans le fond, on a un développement des enfants qui est beaucoup plus long. Donc on pourrait se dire, l'allaitement, il va être beaucoup plus long. Non, il est beaucoup plus court. Et vous verrez, on en parlera, ça a des causes essentiellement énergétiques, c'est-à-dire que nos enfants coûtent trop cher. Et donc, le seul moyen de les faire grandir, c'est de partager le fardeau énergétique des enfants avec d'autres adultes. Et pour ça, eh bien, il faut qu'ils soient sevrés, il faut qu'ils puissent manger autre chose que le lait de leur mère, de la nourriture donnée par le reste de la famille. Donc on a chez les hommes une caractéristique qu'on ne va pas trouver chez les grands singes, c'est-à-dire le fait que les enfants grandissent
en fratrie, alors pas toujours aussi nombreuses que celle-là, mais c'est assez courant dans une famille d'avoir des enfants d'âge différents dont la mère s'occupe, alors que chez les grands singes, eh bien, l'allaitement dure plus longtemps, et puis surtout la mère s'occupe d'un petit à la fois. Ça va durer très longtemps, ça peut durer 6-7 ans chez un orang-outan. Et puis ensuite, elle va peut-être en avoir un autre. Mais donc, du coup, vous voyez que l'intervalle entre les naissances est beaucoup plus grand, et ça explique ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la fécondité comparée des femmes et des chimpanzés. Donc, l'espace entre les naissances est beaucoup plus grand. Et puis surtout, à part la mère, eh bien, il y a tous les autres là-bas derrière, le grand-père, la grand-mère, le père, qui interviennent dans cette espèce de... ce qu'on appelle de la reproduction coopérative, coopératrice, c'est-à-dire c'est plusieurs individus qui unissent leurs efforts pour faire grandir les enfants. Et ça, c'est une caractéristique qu'on trouve dans d'autres espèces animales, mais certaines, mais qui est très marquée chez l'homme. Et donc, on a des tas d'études qui nous montrent, on rediscutera de ce diagramme, mais qui montrent que les échanges d'énergie au cours de la vie entre mère et enfant, alors évidemment, sont très élevés, mais aussi entre le père, les enfants, les grands-parents, etc., mari et femme. Donc, les sociétés humaines sont des sociétés qui sont beaucoup plus des sociétés de partage, d'échange, que les sociétés de grands singes qu'on a vues. Et d'ailleurs, pour revenir à cette notion de réduction de l'intervalle entre les naissances, on a cette étude très intéressante qui montre que l'intervalle entre les naissances dans des sociétés, alors encore une fois, ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs, dans cette étude de Marlowe, eh bien, plus les hommes contribuent à la nourriture des enfants, donc en termes de contribution, et dans le fond, plus la mortalité, plus l'intervalle entre les naissances va baisser. Donc plus les... moins c'est la femme qui est laissée seule, si je peux dire, à élever ses enfants, et plus elle va pouvoir avoir plus les hommes contribuent, et plus l'intervalle entre les naissances va baisser. Voilà, alors on reverra toutes ces questions plus spécifiquement pour l'homme dans des cours ultérieurs, mais je voulais quand même terminer là-dessus pour que vous voyez que, dans le fond, on peut mettre en perspective ce qu'on observe chez l'homme, et vous avez vu déjà avec ces 5 minutes passer rapidement là-dessus, qu'on observe à la fois des ressemblances avec certains primates, par exemple en termes de dimorphisme sexuel ou d'exogamie, la façon dont les femelles ou les mâles bougent d'un groupe à l'autre, mais en même temps des choses dont on peut tirer profit en regardant les primates pour comprendre les comportements humains, mais en même temps des différences tout à fait fondamentales sur lesquelles on reviendra. Je vous remercie.